Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Week, chers amis internautes, pour le numéro d'émission de ce samedi dans la rubrique Foi et astuces spirituelles. Je reçois pour vous le professeur David Kofi-Aza qui renoue avec les habitudes avec Free Week. Il est là ce jour pour nous parler des rituels aux morts. Il nous parle de la grande libation qui aura lieu le 2 novembre prochain à Cotonou. Il nous en parlera sur les enjeux, l'intérêt de cette cérémonie hautement spirituel. Il nous en parlera au cours de son passage. Et juste après lui, dans l'instant prestige, je reçois pour vous Espoir Abogouri, qui est coach en parentalité positive. Elle nous parle du métier le plus fou au monde, celui d'être parent. C'est un ouvrage qu'elle a sorti qui sera rendu public le 30 octobre prochain. Elle nous en parlera. Et juste après elle, dans la tribune virale, je recevrai pour vous David Kofi-Aza et Espoir Abogouri qui répondront à l'interrogation de savoir quels sont les liens que doivent entretenir les parents avec les enfants et les enfants avec les parents. Juste après cela, vous aurez droit au zapping de la semaine pour conclure. Voilà un peu la trame de l'émission de ce jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la rubrique Foi et astuces spirituelles. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Foi et astuces spirituelles, chers amis internautes, nous sommes à quelques encablures du mois de novembre, un mois qui est consacré à la mémoire de nos illustres disparus. À cet effet, le professeur David Kofi-Aza, depuis quelques années, organise la grande libation. Il est de retour sur les plateaux de Free Week après un court séjour, notamment dans l'Hexagone. Il est là ce jour pour nous parler de la grande libation, nous parler des rituels aux morts, quels en sont les enjeux qui y concourent. David Kofi-Aza, qui est prêtre de phare et président du CONACEB, le Conseil national des cultes endogènes. David Kofi-Aza, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Ben, le plaisir est partagé. Hein. Après de belles vacances, si on peut le dire ainsi. Ben, est-ce que c'est des vacances? C'est juste la routine. La routine. Oui. Le cabinet de là-bas doit être entretenu. Il faut que le cabinet soit entretenu au même titre que ce qui est ici. Ce qui est ici. Voilà. Alors, David Kofi-Aza, la grande libation, pourquoi cette initiative? Déjà, la grande libation, parce que la libation elle-même, déjà, c'est un rituel qui est fait annuellement dans beaucoup de familles. Hein. On appelle ça Simiba, c'est-à-dire c'est la libation, donc mettre de l'eau par terre pour les défunts. Et ça se fait généralement à partir du mois de novembre. Donc début novembre, chaque famille organise ce qu'on appelle le kaple-plé, et puis on fait le rambiba, le simba, tout ça. Et la grande libation, c'est une manière de fédérer tout ce qui se fait sans pour autant
oblitérer ce qui se fait dans chaque famille. C'est-à-dire que ce qui se fait dans chaque famille va continuer par se faire, mais il y a un qui est prévu au plan national pour célébrer les défunts. Parce qu'au plan national, nous avons les anciens présidents qui sont là, nous avons des rois, des anciens rois défunts qui sont là, et quand je parle d'anciens présidents, je parle d'anciens présidents défunts. Nous avons aussi des héros qui ont beaucoup fait pour la nation, qui sont également là. Nous avons des illustres disparus qui sont également là. Nous avons de grandes personnalités qui sont décédées et dans certaines familles n'ont pas reçu le rituel funèbre pour les accompagner. Et tous ceux-là se disent, la République me doit, mais on ne me reconnaît rien en retour. Et encore que la République reconnaît les membres de nos ancêtres, surtout au niveau de sa constitution, nous sommes dit il faudrait alors qu'on puisse fédérer, qu'on puisse concorder toutes ces libations-là en une très grande libation qui va regrouper la nation tout entière dans toutes ces articulations, en quelque sorte. Donc, c'est là que nous avons mis en place cette cérémonie-là, qui est une cérémonie pour célébrer nos défunts, célébrer au plan national nos morts. Mais David Kofi Aza, qu'est-ce que l'on gagne à faire une libation pour les défunts? D'accord. Vous savez, autant que nous sommes des êtres souchés sur des défunts. Ah bon? Oui, nous sommes tous des êtres souchés sur des défunts. C'est-à-dire que nous sommes issus d'un père, qui est lui aussi issu d'un père, qui est lui aussi issu d'un père, jusqu'à l'infini. Mais la plupart du temps, on a souvent la chance d'avoir une, deux ou maximum 3 générations. C'est-à-dire que les autres qui sont de l'autre côté nous observent et ils se disent, celui-là, il porte mon sang. Donc, il faudrait forcément que le sang que nous avons reçu en héritage, le vrai héritage sur cette terre, c'est le sang que nous recevons. Ce n'est pas le bien matériel ou financier, mais c'est le sang que nous avons. Donc, ce sang-là, c'est un héritage que nous avons reçu de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là ne vit plus. Donc, il nous faut d'abord manifester une certaine reconnaissance vis-à-vis de ce quelqu'un-là. Et en retour, lui aussi pourra nous combler de sa grâce. Parce que vous savez, les défunts sont porteurs de grâce. Et surtout de grâce de préservation de la progéniture, donc de la protection, de grâce de bien-être matériel et financier de la famille. Oui. Maintenant, au plan national, au plan supra maintenant, les défunts qui ont eu à assumer des fonctions nobles au sein de la République, nous considèrent la Res Publica comme un héritage qu'ils ont laissé. Et il faudrait également que nous puissions manifester une reconnaissance vis-à-vis de ceux-là aussi, pour qu'en retour, ils puissent, à partir de leur clémence, déverser leur grâce de bien-être, d'harmonie, de concorde, d'unité et surtout d'évolution au niveau de notre nation. Donc, les défunts concourent au bien-être d'une nation. Parce qu'ils ont été. Oui. Ils ne sont plus, mais ils sont toujours avec nous, puisque la tradition conçoit, et aujourd'hui, la science est prête maintenant à démontrer ça, la tradition conçoit que les morts ne sont pas véritablement morts, c'est un transbordement qu'on opère, que l'homme opère, et que l'âme et l'esprit de l'individu basculent de notre côté, oui. Prend un autre corps, sur un plan beaucoup plus subtil. Et de là-bas, ils influencent beaucoup plus efficacement et peuvent influencer le mental de l'individu qu'ils sont censés protéger. Alors, pour cette grande libation, qu'est-ce qui est prévu pour cette édition-là? La grande libation, ça se déroule en 2 phases. La première phase a lieu 72 heures avant la grande libation. Et cette phase-là nous permet de pré-invoquer. C'est-à-dire? Nous invoquons par anticipation tous les défunts de la nation, à partir des anciens rois décédés du nord au sud, hein, dans toutes les ethnies. Il y a également les anciens présidents défunts. Tous ceux-là sont invoqués et les morts de façon spécifique. C'est-à-dire que ceux qui sont morts par noyade, par accident, par balle, ceux qui sont morts à l'étranger, ceux qui sont morts en brousse, qu'on n'a pas pu retrouver ou même qu'on a retrouvé qui n'ont pas pu avoir un rituel. Tous ceux-là sont invoqués 72 heures avant et on leur fait une immolation. Immolation de quoi? Bœuf? De bœuf, de mouton, de poulet. On leur fait une immolation et ça se fait la nuit. Donc, c'est les roses initiés qui assistent à ça parce que c'est une cérémonie hautement initiatique. Donc, la manifestation des pour les sorciers? Non, pas pour les sorciers. C'est parce qu'on invoque de façon, je dirais, pratique l'esprit de ces défunts-là qui répondent.
Et on leur fait des immolations, on leur fait des offrandes pour leur dire, la nation vous donne rendez-vous. Tel jour, à telle heure et à tel lieu pour recevoir une grande libation. Donc, quand les invoques, on leur fait l'immolation, c'est pour les avertir, les prévenir, pour que tout le monde puisse se retrouver et que tous les défunts puissent se retrouver du nord au sud, de l'est à l'ouest, à cet endroit-là précis où on leur donne rendez-vous. Donc, ça, c'est la pré-invocation. L'invocation elle-même, c'est Tassi Ondaho, la pré-invocation, comme l'invocation elle-même, c'est Tassi Ondaho qui préside, c'est forcément une femme qui préside. Oui, pourquoi une femme? Et c'est ce qui est adopté de façon conventionnelle par la plupart des familles, généralement. Même s'il y a le Da qui est là, il y a le Vigan qui est là, il y a les hommes qui entourent les femmes, mais c'est les femmes qui sont beaucoup plus indiquées à faire les offrandes aux défunts. Donc, elle est là, et entourée d'autres hommes qui l'accompagnent aussi pour les offrandes et tout ça. Oui. Et le jour même précisément, elle va procéder à l'ouverture du rituel d'invocation. Oui. Puis après, elle va faire l'invocation générale. Oui. Et après l'invocation générale, la parole sera donnée aux aires culturelles. Donc les nagos vont venir pour faire l'invocation telle que eux, ils le font chez eux. Donc il y a une invocation générale et il y a des invocations spécifiques. Donc il y a le fond qui va faire, il y a le adja qui va faire, le dendi, le batonou, le goun, le yoruba, le adja. Le adja, tous ceux-là vont venir. Donc chaque ethnie viendra faire une invocation spécifique comme on le fait dans cette ère culturelle-là. Selon le rite et coutume. Selon les rites et coutumes, avec les éléments, le matériel rituelique qu'il faut. Parce que chaque famille a des matériels ritueliques spécifiques pour invoquer les défunts. Donc, on met les matériels ritueliques de chaque ethnie en place. Et quand l'ethnie vient, prendre le matériel rituelique lié à leurs us et coutumes et ils vont procéder aux invocations spécifiques. Donc, voilà, à peu près, on retient, l'année dernière, on est allé jusqu'à 15 langues, mais cette année, on a décidé de choisir des langues qui n'étaient pas là l'année dernière, et on a choisi des langues les plus parlées, 7 langues les plus parlées, plus les langues qui n'étaient pas là l'année dernière. L'année prochaine, les langues qui ne sont pas, qui sont passées cette année, l'année prochaine, on va choisir encore d'autres langues pour que toutes les ethnies se sentent véritablement impliquées, concernées dans la façon on veut en faire un événement national à l'avenir. Mais il n'y aura pas de sortie de Egungun? Non, il n'y a pas de sortie de Egungun, rien. Il n'y a pas de vaudou, rien. Parce que là, on n'est pas là pour célébrer le jour-là, les vaudous. Les vaudous ont déjà 3 ou 4 jours où on les célèbre au plan national et chacun les célèbre chez lui. Mais la grande libation est spécifiquement dédiée au vaudou. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je dois ajouter. Nous avons en dehors des invocations spécifiques liées aux aires culturelles, il y a les invocations liées aux vaudounos. C'est-à-dire? Les vaudounos défunts. Allez-y. Je prends par exemple le cas de Dabokounon, de Sousa Genegede, Zanoupi, Oru, Bamblemou, tous ces grands noms qui ont modelé le vaudou. Régenté la vie du vaudou. Régenté la vie du vaudou, ils seront invoqués. Et après ça, les Torionos défunts, ils seront également invoqués. Donc, il y aura ça, mais il n'y aura pas les vaudous. Les vaudous ne sont pas concernés parce qu'ils ont déjà leur jour. Ils ont déjà leur jour. Oui. Mais lorsqu'on parle d'honorer nos morts, d'honorer leur mémoire, mais il y a quand même des vaudous qui sont quand même emblématiques en la matière. Oui, les vaudous qui sont emblématiques en la matière, c'est généralement Egungun. Oui, Egungun, c'est un vaudou. Egungun est célébré, est rentré dans l'ordre des vaudous, même si c'est un défunt canonisé, mais un défunt divinisé. C'est-à-dire? C'est un défunt qui a reçu une canonisation et une divination, parce que c'est deux choses différentes. La canonisation, c'est ce que nous voyons. Quand je prends le cas de Egungun, l'expression idiomatique que nous voyons au dehors, c'est l'expression de la canonisation. Ça, c'est la canonisation. Mais la divination reste à la maison, ne sort pas. Le vaudou même là, le Egungun qui est divinisé, on appelle Ojuri ou Ojubo, ne sort pas. Personne ne voit ça. Hein. C'est seulement les initiés qui s'y approchent. Mais ça, c'est l'expression divinisée, ça. Qui reçoit les invocations, qui reçoit les libations, qui reçoit également des immolations. Donc, on peut lui immoler des moutons, des poulets et tout ce qui va avec akara, tout ce qui va avec. Ça, là, c'est la divination qui reçoit ça, la divinité qui reçoit ça. Mais l'expression idiomatique, qui est une expression purement canonisée, c'est ça que nous voyons dehors. Donc, aucune des deux expressions ne sera concernée par la grande libation. Mais il y a une représentation
des défunts de cette ère culturelle-là qui est faite, et le jour-là qui reçoit une libation au nom de tous les clitors, donc au nom de tous les gungus, qu'on appelle Okpaku. Donc le Okpaku sera là pour recevoir la libation au nom des gungus. Mais l'expression idiomatique ne sera pas sortie. Donc il n'y aura pas la manifestation des gungus. Qu'est-ce que l'on gagne en étant en harmonie parfaite avec les morts? Déjà, ce qu'on gagne premièrement, c'est la paix intérieure et l'harmonie. Cela permet, quand on permet à quelqu'un de librement d'exprimer sa foi, d'exprimer son credo, on lui donne toutes les possibilités de bien-être, d'harmonie, surtout mentale, pour pouvoir travailler pour la République. Parce qu'il se dit, je suis concerné par la République. La République m'honore. La République reconnaît mon credo et en fonction, travaille pour ça. Et là, celui-là ne peut pas ne pas donner le meilleur de lui-même pour la nation. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que chacun de nous puisse se sentir concerné. Parce qu'il y a des gens qui ne croient seulement qu'au clitop. Il y a des gens qui ne croient seulement qu'au vaudou. Il y a des gens qui croient aux deux. Il y a des gens qui ne croient en rien de tout ça, mais qui croient en la tradition quand même. Mais ne croient en rien de tout ça. Donc, on fait en sorte que chaque composant de la nation, chaque expression de credo de la nation soit représenté, se sentent vraiment concernés. Donc, ceux qui croient exclusivement au clitor ou en partie au clitor vont se retrouver dedans et ça va créer une harmonie et un bien-être en eux afin qu'ils puissent véritablement travailler pour la République, travailler pour l'avancement de la République. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la nation. Pour la nation. Et cette année, vous le faites où? Cette année, on le fait sur l'estrade du Palais des Congrès. L'année dernière, on l'avait fait sur le terrain de Godomé, à Ouedonoula. Mais rapidement, c'est devenu exigu. Au point même pour garer la voiture, c'était compliqué. Les gens garaient loin, marchaient longtemps. Et puis nous, on attendait quelques 1000 ou 2000 personnes, mais on a été submergé par plus de 3 à 4000 personnes. Donc on se dit, il faut qu'on prenne un espace beaucoup plus large. Au cas où on sera débordé, au moins les gens, même de très loin, peuvent regarder et assister à la cérémonie. Donc on a préféré l'espace du Palais des Congrès pour qu'il y ait beaucoup plus d'espace, que les gens se sentent à l'aise, les gens ne se sentent pas confinés. Quel sera votre rôle le jour-là? Je vais juste diriger la cérémonie, ce n'est pas moi qui officie, parce que je ne suis pas trop investi dans les trucs de clitor, même si je connais les coins et recoins. Mon rôle le jour-là, c'est de coordonner les différentes composantes qui vont intervenir, parce qu'il y aura beaucoup qui vont intervenir et il y aura des gens qui vont venir du nord, un peu partout. Hein. Actuellement, on est en train de discuter pour qu'ils descendent. Puisqu'ils descendent plusieurs jours avant, on les loge ici et après on travaille avec eux pour donner toute la solennité à la cérémonie. Donc, mon rôle le jour-là, c'est de coordonner la cérémonie et ceux qui sont chargés de célébrer, les officiers même, hein, vont faire leur travail. Alors, David Kofi Azar, si moi je ne suis pas dignitaire, quel intérêt je gagne à être présent ce jour-là? Je ne suis pas dignitaire de vaudou. Même si on n'est pas dignitaire de vaudou, même si on n'est pas initié, on a forcément un défunt dans sa famille. Le simple de venir assister, les défunts dont vous portez le sang sont là. Et une fois ils sont là et qu'on est en train de les célébrer, ils vont se diriger directement vers le dispositif prévu pour eux. Donc en venant juste, ce n'est pas seulement l'individu qui est venu, mais l'individu vient avec le sang qu'il porte. Donc les défunts de ce qui ont porter ce sang avant lui, seront tous là. Et ils vont remarquer qu'il y a quelque chose là qu'on est en train de faire pour honorer ceux-là. Ils vont se diriger directement. Donc, le simple fait d'être là, vous dirigez vos défunts de votre famille directement vers le dispositif qui vont recevoir également la libation. Mais en dehors de ça, vous avez aussi personnellement la possibilité, parce qu'après la cérémonie, où les officiants, le collège des officiers vont passer pour dérouler le rituel, à la fin de la liturgie, il est prévu des invocations, des libations personnelles. C'est-à-dire, chaque individu vient avec une calebasse, avec un œuf, avec une bougie, et avec ça va invoquer les défunts directement de sa famille à lui, paternelle comme maternelle, comme par filiation, et va demander grâce et clémence et également le bonheur, l'évolution pour lui-même, pour sa famille qui est peut-être restée à la maison, pour la grande famille qui est peut-être restée au village, et tout ça. Et cette grâce-là rejaillit maintenant sur eux. Pour venir, vous n'avez besoin de rien du tout. C'est ouvert au public, c'est une cérémonie nationale, il n'y a rien à payer, vous venez librement. On a juste demandé pour une certaine
harmonie et une certaine beauté pour la cérémonie, nous avons demandé à ce que tout le monde vienne en blanc pour manifester une pureté, une sainteté vis-à-vis et un respect vis-à-vis de nos défunts. Mais David Kofi Aza, pour nos amis qui nous suivent à l'instant depuis Tegucigalpa, Paris, oui. Séoul, ou peut-être à Dakar, comment ils peuvent, eux, dans leur chambre, honorer leurs morts? Ils peuvent, ça fait partie des choses, parce qu'on est à la 2e édition, hein, nous pensons bien parler de la 3e édition, ouvrir cela. Ils peuvent même déjà, le jour-là précisément, se focaliser sur Cotonou, sur le palais des congrès, et avoir de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes à côté. Et dès que... Les trois? Les trois, de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes. Pourquoi les trois? Quelle est la symbolique des trois? Pourquoi l'eau? Pourquoi la boisson sucrée? Il y a l'électricité, le magnétisme et le neutre. Lequel est neutre? L'eau? La boisson forte, c'est l'électricité. Oui. L'eau, c'est le magnétisme. Et la boisson sucrée, c'est le neutre. Qui n'est ni l'un, ni l'autre. Ah bon? Oui. Et il faut ces trois-là pour former une force, pour déployer une énergie. Et pour déployer cette énergie-là, si vous habitez dans un appartement loin, où vous n'avez pas la possibilité de sortir dans un jardin pour avoir du sable, pour pouvoir faire votre libation par terre, vous pouvez prendre du sable dans une calebasse ou dans un bol isolant. Donc, ça peut être en plastique ou en porcelaine, que vous déposez chez vous. Et à la même heure, au même moment, vous vous focalisez et vous aussi, vous allez commencer. Dès que ça commence, vous allez commencer vous aussi par faire l'invocation de vos ancêtres et donner de l'eau, de boisson sucrée, de boisson forte et faire votre... Quel est l'ordre de don? C'est la boisson sucrée, c'est de l'eau d'abord, Oui. la boisson sucrée et la boisson forte. C'est de la gauche, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite? C'est de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Voilà. Ok, d'accord. Si on le fait 3, c'est la droite vers la gauche. C'est-à-dire, vous le faites 3. C'est-à-dire l'eau de la droite. L'eau. Chaque fois. Boisson sucrée, boisson sucrée, boisson sucrée. Oui. Boisson forte, boisson forte, boisson forte. Ok. Voilà. Est-ce qu'il faut mesurer la quantité ou bien? Non, c'est juste quelques gouttes. Quelques gouttes. Oui. Est-ce qu'en le faisant, il faut faire des vœux? Oui, justement. En plus, le faisant, en les invoquant, en faisant la libation, il faut faire des vœux pour soi-même, pour sa progéniture, pour sa famille, pour son travail, pour ses activités, pour ses relationnels. Il faut faire ses vœux. Puisque l'objectif, c'est de recevoir de la grâce qui émane de ceux-là, de ces ancêtres dont on porte le sang. Dont on porte le sang. Oui. Alors, pour quelqu'un qui a un parent proche particulier, avec lequel il avait une certaine connexion de son vivant et qui n'est plus de ce monde-là, comment lui peut honorer ce parent-là ce jour particulièrement? Ben, s'il peut venir sur place, il peut les honorer sur place, en même temps que les rois, les anciens présidents défunts et tout ça là. Parce que ce qui est fait collectivement donne plus de puissance que ce qui est fait individuellement. C'est-à-dire que je suppose qu'on est 100, 200 à commencer par crier dans cette salle, ça va porter plus que si on est 2 ou 3 à commencer par crier. Donc c'est pour ça que pour forcer la main à l'invisible, pour donner une bonne charge, avoir un bon impact dans l'invisible, il faut le faire collectivement. Donc, si la personne peut se déployer vers là, va prendre sa calebasse, il y aura de l'eau à disposition le jour-là, il y aura de tchoukoutou, parce qu'il y a des aires culturelles où les enfants utilisent tchoukoutou pour invoquer leur mort. On a prévu des bidons de tchoukoutou. Il y a d'autres qui utilisent le tchakpalo simplement pour invoquer leur mort. C'est prévu là. Le sodabi également, c'est prévu sur place. Il y a d'autres qui utilisent jassin. C'est le mélange de farine, de mil avec de l'eau et un peu de boisson dedans. Ce serait prévu là. De l'eau simple, ce serait là. De boisson sucrée, ce serait là. Donc, tout ce dont... Mais il n'y a pas du hâtin? Il y aura de hâtin également parce que surtout les gens de Adja, les cultures d'Adja, utilisent beaucoup plus hâtin. Donc, il y aura du hâtin, comme l'année dernière d'ailleurs. Il y aura du hâtin. Eux-mêmes, ils viennent avec. C'est le vin de palme qu'on appelle hâtin. Le vin de palme, voilà. Le vin de palme, voilà. donc eux-mêmes, ils viennent avec. Donc, celui qui honore cette défunte avec du vin de palme va trouver le vin de palme. Avec du soleil, il va trouver du soleil. Donc, il y aura tout ce qu'il faut pour honorer les défunts. Même les manger aussi. Que ce soit kanji, que ce soit yoye, que ce soit haricots préparés ou haricots grillés encore, beaucoup, tout ça, tous les mets qu'on offre aux défunts du nord au sud, nous avons tout capitalisé et tout sera disponible le jour-là. Donc, chacun vient. Et ceux qui viennent en manger, hein? Ceux qui veulent en manger. Ils peuvent prendre pour manger. Oui, c'est pour communier avec eux. Ça ne gêne pas. Parce que ce qui est sûr, il y en aura en quantité pour que tout le monde puisse honorer ses défunts le jour-là avec. Pour tout le monde puisse honorer ses défunts le jour-là avec. L'autre préoccupation, David Kofi Aza, lorsqu'on parle de défunts, on parle de morts. Est-ce que vous trouvez quand même bien séant que l'on ait accroché dans sa chambre la photo d'un défunt? Ben, bien sûr. Ça manifeste sa présence. Parce que ceux qui décèdent, c'est le corps qu'on essaie d'ensevelir. Je dis on essaie.
pour des raisons sanitaires et autres. Mais l'individu est toujours là. Donc, et qui n'est pas sensible aux bonnes paroles, aux bonnes œuvres. Donc, accrocher sa photo, l'individu est sensible à ça. Il dit, ah, ceux-là continuent de me porter, il faut que je puisse les accompagner aussi. Ce que peut-être moi, je n'ai pas pu réaliser dans la vie, il faut que je les accompagne pour qu'ils réalisent dans la vie. Parce qu'eux, ils sont dans l'invisible, ils savent les points les plus, en tout cas, les itinéraires les plus rapides pour atteindre le bonheur, eux, ils savent. Ils savent. Et donc, il faut rester en communion avec eux. Il faut rester en communion avec eux. Un petit mot pour conclure. Un peu pour conclure, je dirais que chacun de nous, autant que nous sommes des héritiers légitimes de nos ancêtres et nous avons le devoir en conséquence de manifester une reconnaissance envers ces ancêtres-là par rapport à leur sang que nous portons, à leur nom que nous portons et à tout ce que nous avons reçu d'eux en matière de morale, en matière d'éducation, en matière de civilisation. Nous avons le devoir de manifester une reconnaissance. Et en retour, ils auront également le devoir de nous soutenir, de nous maintenir, de déverser une grâce sur nous, mais également sur toute la nation pour que l'année prochaine se passe très bien pour nous, pour tout le pays, et que chacun de nous puisse souffler un peu, avoir un bien-être matériel, financier, et également pour l'harmonie et la concorde de notre nation. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ce moment d'échange. Dimanche 2 novembre. Dimanche 2 novembre. Au Palais des Congrès. Ce qui est sûr, le samedi prochain, vous serez encore avec nous. Il n'y a pas de souci. Pour nous parler davantage des morts, quelles sont les relations qu'il faut entretenir. Lorsqu'on a un mort, quelle est la posture à adopter. Lorsque quelqu'un disparaît tout de suite, quelles sont les prédispositions qu'il faut avoir. Ça, c'est important quelle est la aussi. Connotation, pour parler de la vibration spirituelle, que la charge spirituelle, si je dois bien m'exprimer, qu'un mort regorge lors de ces premières heures de disparition. Est-ce que tout le monde est habilité à toucher le cadavre de quelqu'un? Est-ce que tout le monde est habilité à toucher le linceul d'un mort? Est-ce que tout le monde est habilité à aller dans la chambre de quelqu'un qui est décédé? Oui. Voilà, donc on va y revenir peut-être le samedi prochain pour davantage éclairer nos amis internautes sur les enjeux qui y concourent. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure pour la tribune virale. Mais avant, on passe à l'instant prestige avec Espoir à Bougouri. L'instant prestige sur Freeweek. Espoir Bougouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en parentalité positive. Vous avez sorti un nouvel ouvrage qui sera lancé le jeudi 30 octobre prochain. Le métier le plus fou au monde, c'est être parent, selon vous. Alors, d'entrée de jeu, vous allez nous dire pourquoi vous estimez que être parent est un métier. Parce que, merci déjà pour la question. Pour moi, être parent, c'est tout un métier parce que tout au long du processus de mon enfance, j'ai vu mes parents s'atteler à la tâche. J'ai vu mon père et ma mère ne faire, mais vraiment que ça en dehors des heures de travail. Et ça vous prend vraiment tout le temps. Ça vous prend toute votre énergie. Mais aussi, en tant que promotrice du Centre Family Zone, je côtoie les enfants au quotidien. Je suis à leur contact depuis toujours, depuis 15 ans déjà. Et donc, je sais que les enfants, ça nécessite beaucoup d'attention. Et qu'il faut vraiment être... il faut être un bon artisan, il faut être quelqu'un qui exerce bien ce métier-là pour pouvoir, au fur et à mesure, au contact de vos enfants ou de votre enfant, pouvoir l'observer et l'accompagner dans le processus de parentalité et d'éducation. Parce que chaque enfant est unique et mérite une attention particulière. Mais lorsque vous dites que c'est un métier d'être parent, lorsqu'on exerce un métier, c'est pour y gagner quelque chose. Qu'est-ce que le parent gagne en veillant sur son enfant? Alors, d'entrée, je voudrais rappeler que le lien de parentalité, il est filial, mais il peut être aussi un lien d'adoption. Vous pouvez adopter un enfant et avoir un lien de parentalité avec lui. Donc, en dehors du lien biologique, vous pouvez également avoir en réalité un lien avec votre enfant qui a été adopté. Et ce qui est intéressant, qu'il faut souligner, c'est que si vous ne savez pas le faire, vous êtes contraint d'apprendre à le faire au contact de l'enfant. Donc, ça devient forcément un métier parce que vous l'apprenez. Et ce que vous y gagnez, c'est qu'en réalité, les valeurs que vous inculquez à votre enfant quand il est enfant, n'oubliez pas que c'est cyclique. Vous avez été enfant un jour, aujourd'hui vous êtes parent. Et maintenant, vous avez un enfant sous votre responsabilité. Donc, vous avez le devoir de lui transmettre en fait ce que vous avez acquis de bon et de lui permettre de rajouter lui-même ses acquis qu'il estime être bien pour son épanouissement, pour son bon devenir. Et donc, ce que vous y gagnez, c'est que quand l'enfant deviendra adulte, et tout au long du processus, en transitant entre l'âge de l'enfance, la petite enfance, l'adolescence à l'adulte, c'est-à-dire que l'enfant pourra être à même de vous guider vous maintenant dans vos choix.
l'enfant pourra être à même d'être présent pour vous et de vous orienter, d'avoir plus de clairvoyance que vous. Donc les rôles s'inversent. C'est-à-dire que enfant un jour, parent un moment et vieillard d'après, vous devenez en tant que vieillard l'enfant de vos parents. De l'enfant, vous devenez en tant que vieillard, en fait, l'enfant de votre enfant. Votre enfant devient votre parent. Il devient celui-là qui veille sur vous. Donc, c'est un investissement que l'on fait, en fait. Donc, c'est un investissement que vous faites, mais c'est un investissement qui n'a même pas de prix, qu'on ne peut pas quantifier. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'y gagner quoi que ce soit. Vous le faites parce que vous êtes en train de payer une dette dont vous n'avez pas conscience parce que vous, vos parents l'ont fait avec vous. La société l'a peut-être fait avec vous. Donc, vous devez le faire. C'est un devoir. L'enfant n'a pas demandé à naître, donc c'est une obligation. Alors, d'où est-ce que vous avez la nécessité, trouvé la nécessité de mettre dans un ouvrage ce qui fait d'un parent un professionnel, quelqu'un qui a un métier? Alors, au-delà de mon contact avec les enfants, au-delà de l'observation, c'est vraiment le lien que j'ai avec les parents dans les séances de coaching parental. Donc, à force de coacher les parents, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un déficit. D'abord, au niveau de la transmission des valeurs de nos jours qui se fait de plus en plus rare. Les enfants ne perçoivent plus l'importance d'acquérir en fait des valeurs, d'en avoir et de pouvoir grandir avec des valeurs qui seront le socle de leur devenir. Les enfants ne le perçoivent plus et donc les parents sont vraiment acculés. Ils sont vraiment exténués parce qu'ils se sentent dépassés en fait par l'évolution des enfants à cause des contraintes de tout ce qui est extérieur, tout ce qui est réseau, qui font qu'ils n'arrivent plus à canaliser réellement l'éducation de leurs enfants. Donc au vu et au regard de tous ces besoins-là, je me suis dit, depuis que j'ai eu 10 ans de carrière, je me suis dit, mais tiens, il faut que je prenne le temps de sortir un ouvrage qui va faire office de guide, qui permettra non seulement aux parents lui-même de renouer avec son côté enfant et de retrouver en fait son côté enfant qu'il a peut-être perdu ou oublié entre-temps d'entretenir pour pouvoir parler ce langage enfant-là avec son enfant selon l'âge de son enfant. Parce que parfois on oublie qu'on a été enfant. Parfois on oublie qu'un enfant a juste des besoins spécifiques. Parfois on oublie qu'on a juste des responsabilités vis-à-vis de nos enfants et que ce ne sont pas nos copains, ce ne sont pas nos potes, c'est qu'on a des obligations vis-à-vis d'eux. Donc face à tout cet état de choses, je me suis dit, ben, il faut le faire, il faut prendre le temps de bien le faire. Donc, on a pris 5 ans, on a écrit et on s'est dit, il faut maintenant le partager, le mettre à disposition de tout le monde, de tous ceux-là qui ne sont pas encore parents, de tous ceux-là qui sont déjà parents et même des éducateurs et des enseignants parce que malheureusement, parfois, ils n'arrivent pas à détecter certains troubles chez les enfants à l'école. La dyslexie, par exemple, il y a des éducateurs qui n'arrivent pas à se rendre compte qu'un enfant, en fait, s'il n'arrive pas à lire ou à aligner des formes, c'est parce que, en fait, il souffre de ce mal-là. Donc, c'est vraiment important que nous revenions en fait à ces fondamentaux pour avoir des adultes vraiment, vraiment mûrs, vraiment stables, vraiment qui vont se développer, qui vont s'épanouir et qui vont contribuer à rendre la société meilleure. Que gagne un parent à lire cet ouvrage-là? T-O-U-T. Et je vais rajouter absolument T-O-U-T, c'est-à-dire tout. Un parent qui achète cet ouvrage, métier le plus fou du monde, être parent, il y gagne absolument tout. Quelqu'un qui n'est pas parent, qui l'achète, il gagne encore plus parce que lui n'est pas encore parent. Donc, il se prépare encore mieux. Le parent qui est déjà parent, il revoit son lien filial avec son enfant. Il revoit sa perception des choses. Il revient de façon intrinsèque à certaines valeurs initiales qu'il avait lui-même en tant qu'enfant ou qu'il a peut-être enterré quelque part, se disant que ça, c'était avant. Et que maintenant, voilà, les enfants de maintenant, c'est différent. Non, c'est pas différent. C'est cyclique. C'est pas différent. C'est nous qui, en fait, pérennisons les choses. Donc, il faut garder l'essentiel. Donc, un parent gagne énormément à lire cet ouvrage parce que ce n'est que le début de l'aventure. Et ça va lui permettre, en tant que parent lui-même, de se rendre compte qu'il n'est pas parfait. Et de comprendre qu'un enfant, à plus forte raison, a le droit de jacasser, a le droit de ne pas être parfait, a le droit d'être plaintif, a le droit, en fait, de faire tout ce qu'il fait parce qu'il est enfant pour l'instant et qu'il n'est pas encore adulte. Donc, le parent qui prend cet ouvrage gagne parce qu'il découvrira des clés, par exemple. On a mis des clés dedans. On a mis des clés pour... je vais pas te dire ces clés-là, mais je vais dire qu'il y a des clés essentielles pour apprendre, en fait, en tant que parent, à renforcer sa relation avec un enfant. On a parlé de la méthode IMI. On a parlé de la spécificité de chaque enfant. On a parlé de la bienveillance, en fait, qu'il faut entretenir en tant que parent. Bien que rigoureux, bien qu'exigeant, il faut avoir de la bienveillance avec son enfant. C'est très important parce que quand le temps de l'enfance passe, l'enfant garde en mémoire tout ce que vous avez eu avec lui comme relation. Oui. Donc, quand il devient adulte, qu'il le veuille ou pas, son revivre le ramène à ça.
Et ça fait que ça crée parfois des murs entre vos enfants et vous, ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Oui, on peut s'en passer. Donc, vous avez également des aspects spécifiques pour vous aider à identifier certains troubles chez vos enfants. On a parlé des enfants HP, des enfants à haut potentiel en fait. Donc, on vous a décrit comment vous pourriez identifier des enfants à haut potentiel, comment vous pourriez savoir en fait tel est un enfant à haut potentiel. On n'a pas la prétention d'être des pédopsychologues et autres, mais on travaille avec certains. Donc, ça nous a permis au contact et avec l'expérience avec les enfants de pouvoir mettre des pistes pour orienter les parents pour aller vers des spécialistes. Donc, un parent qui, par exemple, estime que son enfant est stupide, entre griffes, ce qui n'est pas bien, ou est bête, ou a du retard, il peut découvrir en fait qu'en réalité, son enfant est hyper intelligent, mais que c'est lui, malheureusement, qui n'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe avec son enfant et qu'il devrait en fait aller vers un spécialiste pour détecter réellement quelle forme d'intelligence son enfant a. Donc, ça m'emmène à vous dire qu'on a parlé des différentes formes d'intelligence. Donc, on les a abordés selon Howard Gardner et puis on a vraiment mis de la précision pour que les parents puissent comprendre que chaque enfant a une intelligence spécifique et que les intelligences multiples, tous les enfants les ont, mais avec certaines en priorité. L'ouvrage fait combien de pages et quelle est sa structure? Alors, pour le nombre de pages, franchement, c'est une version compacte, en fait. On ne peut pas tout dire dans cette première parce que c'est une collection. Donc, on a déjà ceci qui va sortir et les autres suivront. Donc, l'ouvrage, dans son écriture, fait 100 pages. C'est vraiment fluide. Hein. C'est petit, c'est un petit format, donc c'est facile à lire. Pour ceux qui sont gourmands de lecture, ceux qui sont friands de lecture, peuvent le lire même en une nuit. Voilà, selon leur façon de percevoir les choses. Et on y a mis également des petites notes pour pouvoir, des petits tests pour pouvoir identifier en fait le lien qu'ils ont avec les enfants, s'il faut le renforcer ou pas, s'il faut le stabiliser ou pas. Donc, il y a des petites fiches de notes et tout ça pour leur permettre de se situer selon les habitudes. Donc, il fait 100 pages, il est compact, il est facile à lire, il est fluide et il est dans un langage vraiment accessible. Et on a aussi mis dedans un glossaire, ce qui ne se fait pas d'habitude, mais on a mis un glossaire, on a tenu à le mettre pour que les parents ou les adolescents qui le liraient puissent s'identifier. Parce que les ados aussi gagneraient à le lire pour mieux comprendre qui ils sont et pour mieux comprendre leur lien avec leurs parents. Leurs parents. Donc le lancement, c'est le jeudi jeudi 30 octobre prochain. Oui, prochain. À Cotonou. Oui, à Cotonou, ça va se passer, je peux le dire. Oui, allez-y. À Cotonou, ça va se passer au Nobila Airport Hotel, à Cotonou, le jeudi 30 octobre prochain à 19h précise. Béninoise ou heure française en tout cas, 19h précise. Et ça va être vraiment très intéressant parce qu'on aura un artiste slameur, on aura un humoriste pour aérer les choses et puis on va discuter entre nous. En tant que parents, il y aura la presse également pour pouvoir échanger un peu et comprendre le lien en fait filial. On va vraiment débloquer certains aspects qui sont restés enfouis en nous. Parce qu'on nous dit en tant que Béninois ou Africains que oui, on garde trop de choses, on ne parle pas. Mais c'est faux, les gens parlent, ils s'expriment quand on leur donne l'opportunité de s'exprimer. Donc on va échanger et puis je pourrai faire des dédicaces sur place à ceux-là qui seront présents pour pouvoir obtenir le livre. Merci à Wespa Abougori. Avant d'attendre le jeudi 30 octobre, on va quand même dans la tribune virale de tout à l'heure parler avec le professeur David Kofi Azad des liens qui doivent exister, pour le dire ainsi, entre les enfants et les parents. C'est tout de suite la tribune virale. La tribune virale, Espoir Abougori, bonjour à nouveau. Rebonjour, monsieur Rebonjour, coach en parentalité positive, c'est bien ça. Exactement. David Kofi Azad, bonjour à nouveau. Bonjour. Prêtre de FA, président du CONASEB, merci d'être là. Coach en parentalité positive, on ne démarre pas vous. Alors ce jour, on s'interroge de savoir quels sont les liens qui doivent exister entre un parent et ses enfants. Est-ce que l'enfant a le droit de parler de tout avec ses parents? Est-ce que l'enfant doit, par exemple, s'immiscer dans une dispute entre les parents? Est-ce que l'enfant peut faire tout? On veut tout analyser tout aujourd'hui. Allez-y, coach. Il me dit, allez-y, coach. Voilà, j'ai un père qui est là, qui va répondre aussi équilibré. Bonjour, professeur. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'avoir situé le contexte de la question. Je vais répondre de façon très basique à votre question. Je dirais que un enfant reste un enfant. Un enfant, dans son esprit, il n'a pas de limite, mais tout dépend de l'éducation que le parent lui transmet. Un enfant est censé être éduqué par ses parents. Donc, c'est selon ce que vous transmettez comme éducation à votre enfant que votre enfant réagira dans votre environnement. Si vous avez appris à votre enfant
où est sa place, votre enfant ne va jamais s'immiscer dans une dispute des adultes et à plus forte raison ne viendra jamais parler dans une conversation entre adultes. Moi, par exemple, je suis Nago, c'est mon ethnie, et chez nous, quand les adultes parlent, les enfants s'éclipsent. Ça, c'est l'éducation que j'ai reçue. Vous voyez, donc tout est une question d'éducation à la base. Donc c'est ce que vous donnez à vos enfants que vos enfants vous renverront. Et si vous ne donnez rien à vos enfants seront livrés à eux-mêmes. Et comme on le sait bien, selon l'âge de l'enfant se donne des libertés. Un enfant qui est en bas âge, vous êtes en train de vous disputer, naturellement, il a la liberté soit de venir vers vous, soit de lancer des objets parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il ne voit pas ça habituellement. Il a la liberté de faire beaucoup de choses ou de faire du bruit ou même de casser des choses. Un enfant en bas âge, un tout petit. Un enfant qui est en train de faire la transition entre la petite enfance et l'adolescence, par contre, il a déjà l'âge de raison, il a déjà plus de 7 ans, il comprend ce que c'est en principe le bien, le mal, il comprend ces différentes spécificités-là selon l'éducation que vous lui avez donnée, selon ce qu'il a peut-être reçu de la société ou à l'école. Donc, il sait déjà a priori que ce sont mes parents, ils sont plus âgés que moi. Je suis sous leur responsabilité, je n'ai pas le droit de faire ceci, ça. Mais si mes parents se sont déplacés, c'est-à-dire je ne les vois pas se disputer d'habitude, ils sont en train de faire ça, soit je reste là et puis j'observe et après je pose des questions, soit je vais essayer d'aller vers eux pour comprendre. Donc là, vous interpellez la jugeote de l'enfant. Mais si vous l'avez éduqué à connaître sa place et que vous-même, vous avez été éduqué en tant que parent à ne pas faire certaines choses devant vos enfants, mais vous ne verrez pas vos enfants s'impliquer dans vos conversations. Donc pour moi, à la base, en réalité, tout est une question d'éducation. David Kofi Aza, sur la même question. Je suis parfaitement d'accord, mais il faut également souligner que celui qui doit transmettre l'éducation à l'enfant, est-ce que lui-même a reçu l'éducation? Point d'interrogation. Voilà, c'est très pertinent ça. Voilà. Parce qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Donc, si lui-même n'a reçu aucune éducation, il ne peut rien transmettre à l'enfant. Et généralement, c'est des gens qui ont souvent l'éducation de la rue, l'éducation de TikTok ou l'éducation de Facebook. L'éducation de TikTok. Oui, il y a l'éducation de TikTok, il y a l'éducation de Facebook. Or, l'éducation des réseaux sociaux se caractérise par l'arrogance. Ça n'a pas un autre nom pour caractériser ça, l'arrogance. Donc, l'enfant va penser que... L'émotivité aussi. Oui, mais l'émotion, elle est déjà là. Elle est déjà là. Et c'est parce que l'émotion est là que l'arrogance a pris le dessus. Quand vous observez, le socle même des réseaux sociaux, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'on amène un sujet, chacun se jette dessus et chacun raconte sans analyser le contour, sans avoir tous les éléments d'appréciation. Donc, on doit, a priori, transmettre à l'enfant d'abord la pondération. Merci. La pondération. Pour que l'enfant puisse réagir face à quelque chose, il doit être sûr d'avoir tous les éléments d'appréciation avant de réagir. Donc, ça fait partie des vertus que le père doit transmettre ou la maman doit transmettre à l'enfant. Mais l'autre vertu qui est capitale à transmettre à l'enfant, c'est l'humilité. C'est quand moi j'ai grandi que j'ai compris que mon père et ma mère se disputent toujours, mais je n'ai jamais vu. Oui. Jamais. Or, aujourd'hui, on ne regarde même pas s'il y a des parents. Même parfois, on a des invités à la maison, et c'est devant les invités que la femme et l'homme commencent pas à s'engueuler. L'enfant est là, l'enfant voit. L'enfant va se dire que c'est normal. C'est normal. Parce que quoi qu'en soit ce qu'on va dire ici, c'est ce que l'enfant voit de son bas âge. Qu'il retient. C'est ça là qu'il garde comme norme. Donc l'enfant définit sa norme en s'inspirant des normes que les parents lui ont imposées. Or, les parents n'ont pas forcément voulu imposer ça. Mais c'est parce qu'ils font ça devant l'enfant. L'enfant prend ça comme norme et va grandir avec. Donc, il faudrait forcément qu'il y ait une certaine démarcation. Le parent ne peut pas tout faire devant l'enfant. Ne peut pas tout dire devant l'enfant, même avec sa femme, même avec ses frères. Non, le parent ne peut pas tout devant l'enfant parce que l'enfant va prendre exemple sur ça. Mais la relation qu'il peut y avoir entre parents et enfants doit être basée sur d'abord le respect. Oui. Le respect, il faut forcément ça. Et à partir de ce respect-là, le parent développe avec son enfant une amitié. Parce que parfois, il y a des choses que l'enfant veut dire à ses parents. Mais il se réserve de dire. Pour recevoir une orientation. Parce qu'il semble être perdu. Mais la peur fait que
Se réserve. Il va se réserver et il va le dire à quelqu'un au dehors qui n'a pas d'expérience. Et celui-là va lui inculquer quelque chose qui ne cadre pas avec la réalité. Et à partir de ce moment-là, ça va poser problème. Je suppose un enfant qui a grandi, qui commence par avoir des relations dehors et qui a des soucis dans sa relation. La première des choses, c'est d'aller voir ses parents. Les parents ont déjà l'expérience. Les parents qui ont vécu 20 ans ensemble, 30 ans ensemble, les enfants d'aujourd'hui préfèrent ne pas aller là. Mais aller vers les réseaux sociaux pour écouter la vie des gens ou poser leurs problèmes sur les réseaux sociaux, écouter la vie des gens qui n'ont jamais donné à manger à une femme dans leur chambre, qui n'ont jamais acheté un pain pour une femme, qui ne savent pas la valeur d'une femme, ou alors à des femmes qui n'ont jamais préparé le soir pour que leur mari mange. Quel conseil vous voulez recevoir de ces femmes-là? Donc, tout le problème, c'est vrai, il faut le respect, mais il faut que le parent donne une certaine ouverture à l'enfant pour que l'enfant puisse lui dire certaines choses. Le lien. Et là, ça établit un lien d'amitié avec les parents. Ça développe certaines choses avec les parents. Et là, l'enfant peut. Et il faudrait également faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas y avoir de tabou, surtout sur ce qui engage sa vie et sa survie. Entre lui et les parents, il ne doit pas y avoir de tabou. Il ne doit pas y avoir de tabou, mais si on doit résumer un peu David Kofi Hazard, il dit que cette relation doit reposer sur le respect. Ça, c'est indéniable et inéluctable. Mais il y a une chose qu'il a dite quand même en entendant son intervention qui a retenu mon attention, c'est qu'on ne reçoit, on ne transmet que ce qu'on a reçu. Alors, avec la modernité qui s'implique de jour en jour, avec la métamorphose du monde, est-ce que vous pensez que l'éducation doit s'adapter au fil des années? Moi, je dirais que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Moi, je le dirais ainsi, parce qu'en réalité, pour moi, à mon humble avis, de mon expérience, de ma petite expérience, ce que je peux dire et ce que je peux retenir, c'est que c'est vrai qu'on est en train de parler de modernité, c'est vrai que ça tourne et autres, mais on a des bases, on a un socle. Et quand la fondation n'est pas bonne, le bâtiment s'écroule. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, de façon très simple, je vais sortir des métaphores. Ce que je veux dire par là, c'est que un enfant qui n'a pas reçu les valeurs de base dont il a besoin pour pouvoir se tenir debout et ne pas tanguer dès qu'il y a une petite tempête ou dès qu'on souffle un peu, c'est-à-dire ne pas se perdre dans ses émotions et tout, quand il y a une petite rupture sentimentale ou quand il y a un petit quelque chose, ne pas se replier, devenir tout ce que vous ne voulez pas. Un enfant comme ça est censé avoir des bases. Ces bases doivent être vraiment ancrées. Non, pas de base, je fais référence à des valeurs très fondamentales. Je fais référence les au valeurs respect. morales. Oui, les valeurs morales. Je fais référence à ces valeurs-là que l'enfant est censé avoir. Vous voyez? Donc, quelle que soit la modernité ou quelle que soit la manière dont les choses changent, il y a des bases fondamentales qui ne changent pas et qui ne risquent jamais de changer. Les mots peuvent être transposés, on peut sortir de nouveaux mots dans le dictionnaire, on peut créer des concepts autour de ça, mais les bases restent les mêmes. C'est comme quand on parle... Les bases restent les mêmes, le respect peut rester le respect, mais est-ce que, par exemple, l'éducation que vous avez reçue, par exemple, où papa, c'est l'homme qui vous impose ce respect, vous devez le saluer toujours dans une posture donnée, pour vous adresser à lui, il doit avoir une certaine distance. Est-ce qu'avec cette modernité aujourd'hui, est-ce que l'enfant peut retrouver papa et dire « Yo, ça va mais non. On voit des enfants tutoyer leurs parents, on voit des enfants parfois parler à leurs parents comme s'ils parlaient à un petit copain, on voit des enfants refuser des ordres de leurs parents, on voit des enfants parfois s'impliquer dans des conversations de leurs parents qui les regardent aucunement. Autrefois, on savait comment les parents règlent cette situation-là. Aujourd'hui, on dit, bon, les enfants sont trop intelligents. Alors, comment on gère tout cela lorsque vous dites que la base reste la même? La base reste la même et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons senti qu'il y avait un besoin et que nous essayons de le régler. Et c'est pour ça, c'est parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins qu'on a déjà sorti un premier livre. Alors, pour répondre à votre question, je dirais, un enfant qui dit « yo » à son père ou à sa mère, c'est que le père lui a permis de dire « yo ». Mais je veux faire la nuance... Est-ce que c'est décent? Non, c'est pas décent. C'est pas décent. C'est pas approprié, c'est pas bien, tout simplement, à mon humble avis, si je dois le... Je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas tourner en rond, je dis c'est pas bien, c'est pas bon, d'accord? Votre parent reste votre parent, votre enfant reste votre enfant. Chacun a son couloir, chacun a sa case. Même s'il faut créer un lien d'amitié et tout, comme le professeur disait tantôt, le lien reste dans le respect.
Alors, je vais faire une nuance. C'est pas parce que je tutoie mon parent, parce que nous, on a toujours, vous voyez, dans notre éducation. Mais à partir d'un âge donné, quand on est sorti, notre père aussi, il a dit, mais vous pouvez nous tutoyer. Mais on a eu du mal. On a vraiment eu du mal. Mais on a commencé à le faire. Mais le respect est toujours là. Parce que quand vous prenez les anglophones, c'est le you. Mais vous voyez un peu leur société, ce que c'est. D'accord? Mais leur you ne veut pas dire toi, toi, toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Tout à fait. Alors, nous, de notre côté, on peut tutoyer le parent si le parent vous autorise à le faire parce que vous avez parlé de modernité. Et avec la modernité, ça se passe de plus en plus. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui tutoient leurs parents. Mais je dis aux parents, attention, il ne faut pas que la limite soit franchie. Ce n'est pas parce que tu tutoies ton parent que tu dois lui manquer de respect, ça reste ton parent. Et le tutoiement dont nous parlons là, il est dans quelle dimension? C'est parce que tu tutoies ton parent que tu vas dire, moi mon père s'appelait Valentin, bonjour Valentin, comment tu vas? Mais jamais de la vie, c'est pas de ça qu'il est question. C'est pas comme ça que ça marche. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'on tutoie quelqu'un, par exemple, la frontière pour le manquer de respect est très mince? Est très mince et elle est très fragile. Et c'est pour ça que nous estimons qu'il faille éveiller les parents sur le fait que quand vous demandez à votre enfant de vous tutoyer, c'est bien. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on ne va pas vous imposer de revenir à ce que nous essayons d'inculquer comme fondamentaux. Mais un enfant qui est en bas âge ne comprend pas cette nuance-là. Donc, quand votre enfant a bien transité l'âge de l'adolescence et qu'il est mûr maintenant, vous pouvez l'autoriser à vous tutoyer. Mais si votre enfant est encore jeune et que vous lui permettez de vous tutoyer comme il faut, n'importe comment, mais vous allez en faire les frais plus tard. Ne soyez pas surpris parce que dans son esprit, vous serez comme son copain de classe avec qui il joue au foot, avec qui il dit tout et n'importe quoi. Et un jour, il va vous envoyer une patate chaude. Et là, ne dites pas que votre enfant, mon enfant, je ne l'ai pas éduqué comme ça, je ne l'ai pas fait ci, je ne l'ai pas fait ça. Et c'est ce que le professeur disait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous dites souvent aux enfants, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais jamais. Si vous faites quelque chose de travers, l'enfant On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. L'enfant retient ce que vous faites. Il ne retient rien de ce que vous dites quand ce que vous faites est contradictoire avec ce que vous dites. Et la négativité, les enfants la retiennent très facilement. Très facilement. David Kofi Aza, lorsqu'on y voit de près, vous qui avez estimé qu'on ne peut pas transmettre ce que l'on n'a pas reçu, la base c'est le respect, on a constaté aujourd'hui qu'avec ce vent de modernité, avec les changements de part et d'autre, il y a des normes qui s'installent et s'instaurent. On voit des gens qui aujourd'hui permettent à leurs enfants de l'appeler par leur prénom. C'est-à-dire, on lui dit papa, l'enfant appelle, il peut dire par exemple David. Non, ça c'est une norme importée. C'est une norme importée parce qu'il faut dire que... Vous l'approuvez que votre enfant Non, pas du tout, David? mon enfant va m'appeler David. On est où là? Vous avez levé les moutons ensemble? Mais non, quand même. Mais non. Non. Il peut vous tutoyer? Non, pas avant un certain âge. C'est ça. Quand il devient parent, il a une femme sous son toit. Ou c'est une femme qui a un mari et qui a fait des enfants, je peux lui permettre ça. Je dis, c'est un parent. Mais en dehors de ça, non. Mais il y a quelque chose qui va perdre de vue. Il n'y a pas que l'enfant qui doit respecter son parent. Le parent doit aussi respecter son enfant. C'est-à-dire, allez-y. C'est-à-dire qu'un enfant, par d'un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut plus lui reprocher d'une certaine manière. L'enfant qui a 4 ans, 5 ans, qui fait quelque chose, lui donne quelques tapes. Mais si l'enfant a 20 ans, 22 ans, qui lui donne des tapes, il va se braquer. Il va se braquer automatiquement. Donc, il faut le faire à soi, lui dire, ça là, ce n'est pas bon. Il faut discuter. Ça, on ne dit pas ça à son père. Ça, on ne dit pas ça à sa mère. Vous discutez, tu le fais toucher du doigt la réalité. Ça, il arrive des fois où le parent peut poser des actes qui n'est pas bien. Ah, tel acte que j'ai posé là, que tu as vu là, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Toi, ne fais pas ça. Moi, je le fais parce qu'il y a ici, parce qu'il y a ça, mais ce n'est pas sûr que je répète ça. Donc, il faut le faire comprendre que ce n'est pas bien. Mais, compte tenu de certaines circonstances, ça s'est passé comme ça, pour que l'enfant retienne qu'on ne fait pas ça. Donc, l'enfant, en aucun cas, ne peut désigner son père par son prénom. Ça, c'est une norme occidentale qui a été beaucoup plus insufflée par les francs-maçons, qui s'appellent par leur prénom. Et cela est rentré parce que la monarchie avait été dominée dès le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, par la franc-maçonnerie. Donc, c'est rentré dans la monarchie et puis la monarchie en a fait une norme et a imposé ça à la société. Et donc, c'est normal que la société se tutoie, quoi qu'en soit la différence qu'il y a entre vous. C'est normal qu'on s'appelle par son prénom. Un ministre peut appeler son président par son prénom. Et tout ça, ça c'est occidental. Mais ici, là, aïe. Et mon hon, non, mettez nous glader ou en français? Quand on voit la fuite, on prend fuite.
Mais David Kofi Azal, lorsqu'on y voit de près et qu'on parle de parents et enfants, un parent, par exemple, qui est fumeur et qui dit à son enfant tout le temps, je fume, c'est pas bon pour la santé, mais ne le fais pas. Est-ce que vous pensez que l'enfant va écouter? L'enfant peut écouter. Ça dépend de la manière dont le père lui fait comprendre. Est-ce que vous pensez qu'on peut envoûter un enfant au point où il puisse rater la réceptivité ou la réception de son éducation? Non, c'est pas. Non, moi je ne crois pas à cette fatalité-là. Parce que je pense que le sang n'est pas une fatalité. Il n'y a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. Moi, mon père a fumé toute sa vie, hein, même jusqu'au dernier jour où il doit mourir. Le jour de Pâques, il doit mourir, il disait que je vais ressusciter avec Jésus. Il a encore fumé. Mais moi, je n'ai jamais fumé. Je ne fume pas. Donc, on peut avoir un parent qui fume et ne jamais fumer. Donc, c'est pas la même chose. Maintenant, ça dépend de ce que le parent a inculqué à l'enfant depuis le bas âge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Les parents que nous avons aujourd'hui n'ont aucune éducation. Et ça, je pèse très bien mes mots. Donc, il faudra commencer par éduquer les parents que nous avons déjà. Ah, ça c'est compliqué. Ben oui, non, on peut le faire. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Puis après, on va éduquer les futurs parents. Parce que nous avons, notre génération, plus de la moitié de la population a moins de 50 ans. Plus de la moitié de la population a moins de 50 ans. C'est-à-dire que nous sommes essentiellement jeunes. Donc, il faut déjà commencer par éduquer les parents qui sont là pour qu'ils arrêtent de transmettre de mauvaises éducations à leurs enfants. Éduquer les futurs parents. Et à partir de ce moment-là, la génération qui va suivre ces futurs parents-là sera une génération bien éduquée. On a un problème de défaillance au niveau des valeurs morales. Et on fait la promotion des contre-valeurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est facile aujourd'hui, je suppose, hein, quand on prend la vie publique. Quand vous observez très bien, vous allez voir les personnalités politiques, les hauts fonctionnaires, qui ont beaucoup plus siphonné les caisses de l'État, ils sont les plus aimés dans leur milieu. Ils sont les plus aimés. Ils sont les plus applaudis par la population. Oui, quand vous voyez, oui, c'est curieux. Quand vous voyez une personnalité politique, qui est détestée par la population, c'est parce qu'il ne détourne pas. Parce qu'il ne donne pas. Mais ceux qui détournent et qui donnent, ils sont les plus aimés. Quoi qu'on dise, on va toujours les applaudir. Comment cela peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer par des défaillances qui ont commencé progressivement. À un certain moment, je vous donne un exemple. Au moment où moi j'étais rentré rapidement dans la vie active, j'ai été transitaire. Et puis, à l'époque, quand tu commences à cotiser une fille, la première des choses qu'on demande à Zaterawa. Quand on dit qu'il est menuisier, on dit menuisier. Mais aujourd'hui, j'ai des menuisiers qui ont travaillé sur mes maisons, mais qui sont des multimillionnaires. Quand tu es électricien, mais quand on dit transitaire... Quand on dit transitaire, oui, c'est bon. Quand on dit douanier, c'est bon. Quand on dit si, c'est bon. Non! C'est ça qui fait que les gens, quand ils rentrent dans un milieu, la première des choses, c'est qu'il faut qu'ils volent. Quand vous avez un beau-fils qui gagne peut-être 300 000 le mois et qu'on roule une caisse de 30 millions, vous devez vous poser des questions. Ça fait combien d'années de son salaire? Et il a fait combien d'années? Donc, c'est ceux qui ont ça là, qui sont applaudis par la population. Et par les familles aussi. Quand vous voyez, je prends l'exemple de TikTok, actuellement là. Il y a un type là qui danse souvent sur les réseaux sociaux et il fait comme ça là. Oui. Il a commencé, c'est qu'en moins de 3 mois, son compte a explosé. Il tutoie déjà le 1 million d'abonnés. Mais juste, qu'est-ce que ça là apporte à l'éducation réelle? Mais tu vas voir d'autres comptes où les gens donnent, les coachs là, donnent de réelle éducation, donnent de réels conseils que les gens vont suivre. Mais personne ne suit ça, ça ne les intéresse pas. Ça veut dire qu'on est programmé pour des futilités au fait. Donc, il faut une reprogrammation mentale. Pour le phénomène Nicapol? Voilà. Par exemple. Voilà. Par exemple. Quand on prenait ce phénomène, il faut voir des millions qui sont scotchés sur son compte, ceux qui sont abonnés sur son compte. Parce qu'il leur offre un programme peut-être. Et à chaque live, c'est des problème. dizaines de milliers de personnes qui sont connectées. Et qui envoient même de l'argent et beaucoup de choses. Hein. Mais qu'est-ce que celui-là, ce petit-là apporte
dans l'éducation De la société. de la société. Rien. Mais la société est scotchée sur ça. Et il offre à la société un programme qu'ils n'ont pas sur les chaînes ordinaires. Et quand vous prenez les lives, par exemple, les lives de, comment ils appellent ça, Béret ou je ne sais pas quoi, là, vous allez voir 30 000 personnes qui sont connectées, 40 000 connectées. Parce qu'on veut savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Mais est-ce que ce n'est pas lié à notre sociologie, à la typologie du Bénin? Non, c'est parce qu'on est en train de perdre progressivement. On est en train de perdre progressivement non seulement nos valeurs, mais la culture de l'excellence, on est en train de perdre ça. Si bien que les gens ne recherchent pas le perfectionnement moral, ni le perfectionnement spirituel, ni le perfectionnement professionnel, on ne recherche pas ça. C'est quand tu prends 10 jeunes qui sont connectés tout de suite, c'est pas sûr que tu verras un seul qui soit en train de faire des recherches sur son perfectionnement professionnel pour s'améliorer. Non, c'est juste pour des futilités. C'est qu'on nous a déprogrammés rien que pour des futilités. Mais en Chine, où le TikTok est né là, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas ça. Et c'est réglementé. À partir d'un certain âge, il y a ce que tu vas regarder et c'est au plus 1 heure de temps. Oui. Mais il y a le programme qui est déjà défini, qui est un programme soit de recherche, soit de découverte, soit d'enseignement, soit d'éducation. Et ça s'arrête là. Mais ici en Afrique, rien n'est réglementé. Et moi, je pense que le gouvernement du Bénin doit se pencher sur la question. Le contenu sur ce réseau social-là, le contenu, on doit revoir ça. Parce que ça est en train de nous détruire. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, d'ici 20 ans, les effets seront très perceptibles. Ah oui. Espoir, franchement, oui. Franchement, je pense que, merci beaucoup, professeur, là-dessus. Je n'aurais vraiment pas mieux dit parce que c'est vraiment dramatique et très criard. Et vous savez, j'ai découvert des parents qui laissent leurs enfants sur TikTok. Je leur ai dit jamais de la vie, vous laissez vos enfants s'exposer. Vos enfants n'ont même pas encore 15 ans, 17 ans. Ils n'ont même pas encore 21 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur TikTok? C'est parce que vous avez une connexion Internet à la maison et que vous leur avez mis un téléphone en main. C'est pour qu'ils arrêtent de pleurer ou qu'ils arrêtent de... Et je suis avec des parents même en plein coaching quand je me rends compte qu'on dit « Mais va prendre ta tablette là et puis laisse-moi, je suis en discussion. » Je dis « Mais non, la discussion que nous on a justement, c'est par rapport à l'enfant. Mais vous ne pouvez pas juste aller l'occuper devant l'écran. Prenez-lui l'écran parce que l'écran ne l'arrange pas. Vous avez des jouets éducatifs à disposition que je vous ai remis. Utilisez ces jouets-là. Si l'enfant s'ennuie trop, qu'il aille apprendre dans un livre. Ça va l'aider, ça ne va pas détruire sa vue. Moi aujourd'hui, je mets des verres, j'aurais jamais imaginé mettre des verres. Mais heureusement, j'ai commencé à mettre des verres après 30 ans. Heureusement. Mais vous imaginez si j'avais été exposée aux écrans à l'âge auquel ces enfants-là sont exposés aux écrans aujourd'hui sous prétexte que les écrans sont devenus la nounou 2.0 des parents pour que les enfants leur foutent la paix. Mais qu'est-ce que je serais devenue? Je pense même que je n'aurais pas eu assez de jugeote pour écrire qu'ils en cassent chaque mois, il faut remplacer. Exactement. Avec le coût des tablettes aujourd'hui. Oui, et quand ça se casse, vous savez ce qui se passe? Le parent, allez, faites une expérience, allez vous asseoir dans un fast-food à Cotonou ou dans n'importe quel pays africain. Vous allez voir que les parents sont là. C'est-à-dire, c'est une sortie juste, même ceux qui essaient de sortir les enfants, c'est juste pour sortir les enfants une fois et avoir la paix, quoi, pour leur prendre des glaces. Tous les enfants ont les téléphones de leurs parents en main. Les parents ont souvent 2-3 téléphones chacun. Donc, ils ont les téléphones qu'ils remettent aux enfants. Et eux-mêmes, ils ont leur téléphone. Même quand le serveur vient demander la commande, ils n'entendent pas. Les enfants n'entendent pas. Et on arrête tout. On dit, OK, ramenez telle glace pour tout le monde, tel parfum. Tout le monde va prendre glace et puis on va rentrer. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas de la disponibilité pour discuter entre vous. Moi, je me rappelle des repas en famille. C'est des moments très importants. C'est des moments qu'aujourd'hui, mais on chérit avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. On ne peut plus retrouver ces moments-là, en fait. Vous voyez? Ce qui fait que quand votre parent n'est plus là, ce sont ces moments-là que vous créez après avec vos enfants. Parce qu'on vous a créé cette connexion-là, ce lien-là existe. Mais nos enfants aujourd'hui n'ont pas ça. Ils sont plus affairés, les enfants les tout petits. Par exemple, il y a des bébés sur les réseaux sociaux. Je vois, il y a bébé Matifa qui fait du contenu. Il y a des bébés, il y a des jeunes, il y a un bébé chinois ou je sais pas Thomas. Voilà, vous voyez. Et on se dit que pour ça, comme on veut aussi avoir des enfants stars, il faut que nos enfants suivent ça. Vous savez, faites des recherches sur tous ceux qui étaient stars quand ils étaient enfants. Regardez ce qu'ils sont devenus quand ils ont grandi. Et on en reparle. Parce que les preuves sont là, mais faites des recherches. Ne regardez pas l'instant. Regardez en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, en fait, c'est un livre que j'ai lu et c'est vraiment très intéressant. L'effet cumulé, en fait, ça dit tout simplement ceci. Quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de bien, vous voulez perdre 15 kilos, 20 kilos, d'accord? Je vous donne un exemple. Supprimez juste le petit déjeuner. Gardez un dîner léger, gardez un déjeuner bien copieux, complet si vous le voulez. Supprimez juste le petit déjeuner, tout ce qui est calories du matin, supprimez ça.
Faites de la marche tous les jours. Marchez, au lieu de prendre votre voiture tout le temps là. Marchez les soirs avec vos enfants, discutez. Faites peut-être à peine 5 km avec vos enfants en aller-retour et discutez avec eux. Laissez les téléphones dans la maison. S'il y a une urgence là, gardez un numéro de téléphone en tête que vous pourrez appeler. Il y a toujours quelqu'un qui passe qui peut vous aider. Ou éteignez et gardez dans votre poche. Alors, marchez avec vos enfants, discutez avec eux, qu'ils vous racontent leurs rêves, leurs aspirations et faites-le tous les soirs sur 1 an, 2 ans. À partir de la 2e année, vous verrez les résultats. Contrairement, vous allez même perdre 20, 30 kilos. Un parent qui marche avec son enfant tous les soirs, qui garde son téléphone en poche en cas d'urgence et qui laisse le téléphone de l'enfant, même si l'enfant en a un, et ils marchent ensemble tous les soirs, au bout d'une année, vous ne verrez pas de différence entre ce parent-là et le parent qui continue à prendre ses 3 repas journalièrement, qui ne fait pas de marche et qui va au boulot normalement. Au bout de la 2e année, vous verrez que ce parent-là, puisque en prenant de l'âge, on commence à prendre du poids en temps normal. Mais ce parent-là va se bonifier avec le temps. C'est-à-dire qu'il va peut-être rajeunir. Il n'aura pas un gros ventre bedonnant, il sera bien dans sa peau, sans forcément faire du sport tous les jours, mais juste avec un peu de marche tous les soirs sur 2 ans. Au bout de la 3e année, il aura presque encore athlétique. Son enfant va garder ça. Et c'est pour ça qu'on parle de discipline dans tout ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement pressés que... Je vous invite vraiment à aller lire l'effet cumulé. Les gens sont vraiment pressés qu'ils ne se rendent pas compte en fait du fait que faire de petites actions au quotidien vont vous aider en fait à vous améliorer sur le long terme et à garder et à avoir un résultat constant, concluant. Il ne s'agit pas que de faire un truc aujourd'hui comme sur les réseaux sociaux. On fait un truc aujourd'hui, on a le buzz, ça explose et puis c'est bon. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas de buzz, c'est pas grave. Continuez votre mission. Si vous avez une mission et c'est votre chemin de vie, faites-le bien. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, allez retourner vers la personne qui a le buzz. Évaluez vos niveaux de vie, évaluez vos niveaux de connaissances. Lisez 10 pages de livres. Non, disons même 5 pages de livres chaque jour sur une année. Pas d'évolution. 2 années, pas d'évolution. Au bout de la 3e année, vous serez suffisamment mûr dans la tête, contrairement à celui qui rentre chez lui, qui met la télé, qui met Netflix pour ne rien suivre d'intéressant à part des films à longueur de journée, devant du popcorn et tout ça. Vous serez plus outillé, vous aurez la haine d'avancer dans votre vie, vous aurez la haine de réussir, vous aurez de meilleures informations pour devenir quelqu'un de meilleur et de brillant, parce que vous ne pouvez jamais, en fait, lire, en fait, investir sur vous-même en marchant avec vos enfants, en entretenant une relation parentale avec vos enfants, en apprenant à les connaître pendant qu'ils marchent, en leur inculquant l'art, en fait, l'art de ce qu'on appelle la discipline. En inculquant ça à votre enfant, vous ne pouvez jamais échouer dans la vie. Vous ne pouvez que réussir et exceller et prospérer. Mais vous ne verrez malheureusement pas les résultats dans la première année. Vous ne verrez, et 1 an, c'est 365 jours, s'il vous plaît, c'est beaucoup. Beaucoup. Vous ne verrez pas les résultats, vous ne verrez peut-être pas les résultats selon votre morphologie dans la 2e année. Au bout de la 3e année, les résultats sont là. Vous allez perdre 5 kilos, malgré que vous mangez tous les jours. Du fait que vous allez supprimer le petit déjeuner, que vous marchez, vous allez perdre 5 à 10 kilos selon votre morphologie. Et pas besoin nécessairement d'aller en salle de sport tous les jours. Écoutez, moi je fais ça. Je fais ma corde à sauter tout le temps. Je fais aussi de la marche tout le temps. Et je n'ai pas besoin forcément d'aller au tennis tous les jours. Parce que je vais au tennis, mais je ne le fais pas tous les jours. Parce que c'est un investissement financier aussi. Mais ça aide l'esprit à s'ouvrir. Le sport, c'est bon. La marche, c'est parfait. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des résultats tout de suite. Donc, l'effet cumulé veut que vous preniez en fait le temps de faire les choses petitement pour avoir un résultat concluant sur le long terme. Parce que l'investissement n'a pas de prix. Vous verrez les résultats. David Kofi Aza, il y a également une autre problématique, c'est qu'il y a des parents, par exemple, qui font des enfants et qui voyagent. Ils font des enfants et ils ne vivent pas avec les enfants. Est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle on doit voir son enfant pour créer un amour? Parce qu'après, il y a des parents parfois qui sont frustrés de certaines réactions des enfants vis-à-vis d'eux. On ne peut pas dire qu'il y a une fréquence forcément. Si la nécessité professionnelle oblige le parent à s'éloigner, aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de se rapprocher, de rester en contact tous les jours. On peut se voir matin, midi, soir si on veut. On peut se voir tous les jours si on veut, même si c'est de façon virtuelle. Mais là encore, il y a un piège. Parce qu'on a déjà taxé tous les vieux et les vieilles personnes de sorciers, de sorcières. Et au bout du rouleau, le parent qui voyage et qui devrait en principe confier l'éducation de l'enfant à une autre personne plus âgée, plus expérimentée, cet âgé et cet expérimenté est déjà sorcier, on va recruter des jeunes nounous. Sans expérience. Sans expérience, qui n'ont jamais vécu une vie de famille, qui n'ont jamais eu de foyer, qui ne savent pas ce que c'est. Même s'ils ont elles ont un enfant ou 2 enfants, elles n'ont jamais eu une éducation pour pouvoir transmettre à cet enfant-là. Quelle éducation voulez-vous que cette nounou-là transmette à votre enfant? De sorte que l'enfant peut devenir autre chose. C'est ce qu'on dit enfant. L'enfant devient négo-tégo.
Quand l'enfant devient négo-tégo, on commence pas à s'en plaindre et on commence pas à retrouver que la mère de la terre qui lui a fait le rituel de sortie d'enfant pour dire ah c'est quand on lui a fait le rituel de sortie d'enfant dans la famille qu'on a pris son étoile. Non, c'est parce que l'enfant était mal éduqué, mal orienté et dévié de sa trajectoire en quelque sorte. Donc l'enfant va devenir un n'importe quoi. Oui, ce que je dis, par exemple, il y a des gens qui font des enfants et dès que l'enfant a 2 ans après, on disparaît et c'est 15 ans, 20 ans après qu'on apparaît dans la vie de l'enfant. Oui, ça dépend. Hein. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger a priori par rapport à ça. Il faut voir ça de cas par cas. Mais pendant ce temps-là, l'enfant est confié à qui? Si l'enfant est resté avec sa maman, et sa maman a une très belle éducation, une très bonne éducation, il n'y a aucun souci. Il y a des enfants qui sont restés exclusivement avec leur mère, mais qui sont très bien éduqués. Absolument. Donc, ce n'est pas forcément, il faut que le papa soit là, forcément. C'est vrai que l'enfant peut avoir une différence affective, surtout parentale. Mais si la maman est là et la maman comble ce vide-là, l'enfant peut être très bien éduqué. Il y a des enfants qui ont reçu leur vie en étant uniquement avec leur mère. Je vais poser une question que je vais poser encore également à Bougouni. Alors, lorsque le parent est divorcé de l'autre parent et que l'enfant est avec l'autre parent, quelle est la relation qu'il doit avoir avec son enfant et avec l'autre parent? La relation, celui qui a la garde, le parent qui a la garde de l'enfant, la première des choses qu'il faut éviter, c'est de ressasser le passé. Ça ne sert à rien. Mais généralement, c'est... Excusez-moi, hein. Non, on ne vous excuse pas, ne le dites surtout pas. Allez-y. J'ai senti venir ça. Allez-y. C'est les femmes qui rentrent sur ce chantier-là. Pour dire, ton papa est inconscient, ton papa est un irresponsable, un soulard, un ci, un ça. Donc, c'est la femme qui ressort tout ça là à l'enfant. Ça traumatise l'enfant. Ça braque l'enfant contre son père. Et quand l'enfant est braqué contre son père, si c'est une fille, quand elle aura l'âge de se marier, elle sera tout le temps braquée contre son mari. Parce qu'elle va voir les traces de son père à travers son mari. Donc, elle aura du mal à s'entendre avec ce mari-là. C'est le premier aspect. Le second aspect, si c'est un garçon, le garçon finira par développer ce qu'on... Parce que le piège de ce qu'on combat, c'est qu'on finit par ressembler à ce qu'on combat. Ça, c'est vrai. Si vous combattez quelque chose, vous finissez par ressembler à la chose. Et c'est pour ça qu'Ayon dit, toute chose combattue se nourrit de l'esprit du combattant. Tout à fait. Et finit par le détruire. Donc c'est ça là que vous inculquez à cet enfant garçon qui va finir par détruire ce garçon parce qu'au bout du rouleau, en voulant détester son père, il va inculquer dans son subconscient ces faits-là. Et quand il va se marier, il va se braquer contre la femme. Les maris inconscients ont été éduqués par une femme. Mais oui, les maris inconscients ont été éduqués par une femme. Donc c'est cette femme-là qui est inconsciente, qui a inculqué l'inconscience dans la tête du jeune homme qui est devenu un mari inconscient. Donc tout le problème repose au niveau de la femme. Il y a des maris inconscients qui ont été éduqués aussi par un homme. Non, c'est rare. C'est rare que l'homme passe le temps à ressasser ce qui s'est passé, même si c'est négatif. C'est rare, mais ça existe. Entre sa femme et son enfant. Professeur, parce que l'homme passe à autre chose. Ça peut exister. Peut-être on a des hommes, c'est vrai, on retrouve des hommes qui sont très bavards, qui parlent beaucoup, alors que l'homme ne doit pas parler. L'homme doit observer. Et chaque fois que l'homme place une parole, ça doit être une parole d'autorité. Mais quand l'homme passe tout le temps à bavarder, au bout du rouleau, sa parole ne pèse plus. Et même devant ses enfants. Parce qu'il faut savoir parler moins avec les enfants. Parce que quand le parent, l'homme, passe tout le temps à bavarder, à parler, à crier, à insulter, il n'est plus considéré, sa parole n'est plus considérée par les enfants. Donc face aux enfants, c'est que vous devez adopter une posture d'autorité, imposer le respect, mais tout en faisant de ces enfants-là des alliés. Je vous fais une confidence, moi je vais en boîte avec mes filles. Je danse avec mes enfants. Tout comme si on importe. Mais ils savent qu'il y a une barrière qu'on ne peut pas franchir. Ça, c'est clair. Donc, ça, le respect. Quand on n'impose pas ça, au bout du rouleau, on finit par être déçu de ses propres enfants. Mais on n'est pas déçu de ses propres enfants, on est déçu de ses propres de soi-même, au fait. Parce que cet enfant-là que vous formatez comme ça, à un certain âge, va se retourner contre vous. Et va commencer par vous contredire. Quand l'enfant commence par contredire ses parents, c'est très grave. C'est très grave. Espoir Bougouri? Oui. C'est la même question?
professeur. Généralement, c'est peut-être les femmes, mais il y a des hommes aussi. Ah non, mais c'est très rare. Alors, ce que moi je peux dire, déjà à l'entame, je dirais que pour la question de la distance, de la distanciation, c'est bien possible d'éduquer un enfant et de ne pas être présent parce que le parent qui voyage, c'est pour aller offrir un meilleur avenir aussi à son enfant, qu'il accepte. Et pour partir, il faudrait qu'il se soit concerté avec son conjoint ou sa conjointe pour qu'il puisse se comprendre. Écoute, je m'en vais, mais pendant les vacances, vous pouvez venir. Il y a en fait des conciliations à faire de temps en temps pour quand même essayer de voir aussi l'enfant physiquement de temps en temps, lui parler aussi, c'est très important. Malheureusement, comme le professeur l'a dit, nous les femmes, nous sommes très sensibles, nous sommes hyper sensibles d'ailleurs, et ça fait que nous avons tendance aussi, moi je le reconnais très humblement, hein, à ressasser parfois les choses en disant oui, ton père si, mais c'est pas toutes les femmes, c'est pas toutes les femmes. Et moi je voudrais inviter très humblement les parents, quand ils ne sont plus ensemble, à faire en sorte que les enfants ne sachent même pas qu'ils ne sont plus ensemble et que les enfants, c'est en grandissant qu'ils puissent le comprendre. Pourquoi? Parce que l'aspect que je voudrais aborder, c'est un aspect peut-être que le professeur n'a pas développé. Quand votre enfant grandit et qu'il est en âge de raison et qu'il est dans un environnement consciencieux, parce que l'enfant a sa propre notion qu'il développe, sa propre culture qu'il développe et l'enfant observe. Donc quand vous, en tant que parent, vous ne disposez pas de l'écoute active, ce dont on parlait tout à l'heure en tant que parent, il faut l'avoir, il faut avoir l'écoute active pour observer l'enfant, déduire avant de parler. Même en tant que maman, c'est important. C'est vrai que les femmes parlent tout le temps, mais même en tant que mère, il faut savoir observer, il faut savoir quand parler. Il faut beaucoup plus laisser l'enfant parler, l'enfant agir, pour percevoir le fond de sa pensée et pouvoir mieux le situer. Donc, quand vous n'êtes pas là et que vous n'êtes pas présent, que vous avez des appels vidéo, tout ça, c'est très bien, mais il faut faire attention à l'enfant quand il est en train de transiter vers l'adolescence. Il faut commencer à lui parler. Mais quand vous mettez de mauvaises idées sur votre conjoint dans la tête de votre enfant, quand l'enfant lui-même viendra à maturation, alors, il y a le cas dont le professeur a parlé, mais il y a le cas contraire. L'enfant se fera son propre avis. L'enfant découvrira que, oui, parce que les papas ne parlent pas. Oui, papa payait mes études, mais maman m'a menti. Oui, papa faisait ci, mais maman m'a menti. Et l'enfant se braque contre sa mère systématiquement. On a eu des cas. L'enfant coupe les ponts avec son parent. L'enfant prend conscience. Prend conscience et fait preuve de discernement. C'est fait preuve de discernement. Si l'enfant ne prend pas conscience, c'est compliqué. C'est même la dernière question que je vais vous poser. Oui. Est-ce qu'un enfant doit s'immiscer dans des disputes de ses parents? Non. Absolument pas. Non. Moi, je dis absolument pas. Pas du tout. Parce que les parents restent les parents, les enfants restent les enfants. Alors, l'autre cas d'aspect, des parents qui se disputent, ils en sont aux mains. L'enfant qui est là, quelle est son attitude? Quel est son comportement à avoir? Il doit Pour avoir moi, aucun comportement. Pour moi, Il observe les parents? Il observe les pour parents. moi, Alors, pour moi, pour l'enfant qui est adulte et qui voit, qui a la raison, et qui voit Oui. que papa est en train d'abuser de maman, ou maman est en train d'abuser de papa. Peut-être c'est maman qui rosse le papa. Et elle voit que ce pourquoi maman est en train de rosser papa n'est pas quand même logique. Qu'est-ce que cet enfant fait? alors pour... Allez-y. Oui, Alors, pour moi, le mieux à faire, si l'enfant a le contact d'un adulte, de quelqu'un de plus âgé dans la famille, peut-être d'un grand-parent ou de quelque chose comme ça, que l'enfant puisse appeler pour que la personne puisse intervenir. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant est en âge de raisonner, il appelle. Si l'enfant n'est pas en âge de raisonner et qu'il voit qu'ils sont en train d'en venir au mains, qu'il y a même un couteau, il ne va pas attendre qu'un méfait se produise. Il va demander de l'aide. Il peut malheureusement, il peut aller au commissariat. En fait, il faut qu'il réagisse parce que si l'inévitable se produit, l'enfant va être traumatisé à vie. Mais souvent, les parents disent on t'a rien demandé. Oui, mais le problème, c'est que quand l'enfant voit que vous avez pris un couteau, parce que c'est déjà arrivé. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Il y a des enfants qui sont suffisamment intelligents pour comprendre que « Ah, mes parents se disputent tout le temps. Mais là, ils n'ont jamais pris couteau. Là, c'est dangereux. Je risque, il faut que j'aille appeler à l'aide. » Il y a des enfants qui sont alertes comme ça et qui vont appeler à l'aide. David Kofi Annan, sur la même question. J'ai dit, l'enfant ne doit pas s'immiscer dans la bagarre avec ses parents. Non, un enfant doit... Je n'ai pas dit le contraire. Hein. Oui. Moi, je n'ai pas dit le contraire. L'enfant ne doit pas s'immiscer dedans. Il peut peut-être prendre du recul, aller appeler d'autres personnes ailleurs pour venir faire. Parce que quand l'enfant va s'immiscer, l'enfant va prendre parti pour qui? Ça va détruire la famille. Et nous, il y a quelque chose dans la tradition qu'on appelle l'or, c'est-à-dire malédiction. En voulant peut-être séparer les deux, si sa main touche malheureusement un des parents, et voilà. L'enfant qui frappe son père ou qui frappe sa mère, c'est une malédiction. Donc pour éviter la malédiction, il peut appeler d'autres personnes pour le faire. Mais il ne faut jamais s'immiscer dans la bagarre de ses parents. De tout part. Jamais.
Non, c'est pas conseillé du tout. Franchement, C'est c'est pas pas bon. conseillé. Il vaut mieux appeler à l'aide. Vaut mieux appeler à Vaut mieux l'aide. appeler à l'aide. En tout cas, on va poursuivre l'échange peut-être le samedi prochain. Merci à vous, David Kofiaza, pour ce Merci. moment d'échange assez intéressant. Merci à Espoir Bogouri également pour ce moment d'échange assez intéressant. Merci de Fabien. sacrifier vos divers programmes du samedi matin pour être avec nous sur la TV. Je crois que ce sont nos amis internautes qui vous en sont reconnaissants parce que vous leur permettez de suivre du contenu et de suivre quand même quelque chose de bien. Chers amis internautes, à présent, on passe au zapping de la semaine avant de conclure. Comment tu vas? Je vais bien. Tu fais quelle classe? CM2. Tu es maître ou bien maîtresse? Greta. D'accord. Quelle est la superficie du Bénin? Cotonou. Alors, quels sont les pays limitrophes du Bénin? Il y a Cotonou. Il y a Cotonou. Il y a Parax. Il y a Porto Novo. Définissez-moi la Sénat. La Sénat, Cour électorale nationale autonome. Le CES, Cour électorale suprême. La Sénat. Communauté électorale. Communauté électorale nationale. CES. Définissez-moi la RAC. La RAC, c'est la route autorité de l'audio, vision de la communication. La Sénat. La Cour électorale nation d'Afrique. La Sénat, Conseil économique national africain. Le CES. Conseil économique et social. Comment on appelle les petits du chat? Château. Et les petits du chien? Chien. Chien. Quel est le nom du président de la République du Bénin? C'est. Biogala. Biogala. Et voilà, chers amis internautes, c'est la fin de Free Week de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV.